Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour cher Corentin, chers auditeurs, bonjour. Permettez-moi de commencer cette chronique par une citation. L'affaire de Rostov, sur le Don, crève un abcès qui de toute manière devait être vidé. L'événement va, à cet égard, me permettre beaucoup de choses. Est-ce là une citation de Vladimir Poutine qui commente la tentative avortée de coup d'État d'Evgeny Prigojine et de ses miliciens de Wagner ? Absolument pas, j'ai complètement triché, et j'ai même truqué cette citation, dont l'original est « L'affaire d'Algérie crève un abcès », qui va me permettre beaucoup de choses. Cette citation est du général de Gaulle, qui écrivait ça à son fils, au lendemain du coup des généraux, du putsch d'Alger, en 1961 donc, et je fais ce parallèle, non pas pour comparer Poutine à De Gaulle, mais simplement pour rappeler qu'une tentative de coup d'État avorté, presque tout le temps, favorise et renforce celui qui en était l'objet. Et donc, bien évidemment, la propagande occidentale voudrait nous faire apparaître un Poutine affaibli, des dissensions au sein de l'appareil russe. Bien évidemment qu'il y a des dissensions au sein de l'appareil russe, et vous croyez qu'il n'y en a pas en France, vous croyez qu'il n'y en a pas aux États-Unis. Mais il se trouve que c'est une constante, que les coups ratés, ça renforce celui qui en était l'objet. Regardez comment est sorti... en 2016, est-ce que vous vous souvenez de celle-là, là, en Turquie, la tentative de coup d'État en Turquie, qui a considérablement renforcé Erdogan? Ou est-ce que le secrétaire Blinken, qui vient aujourd'hui appeler à corps et à cri à la division de la Russie et à son affaiblissement, est-ce qu'il racontait ça au moment de la mascarade de coups, c'était même pas un coup ce truc, mais en tout cas de l'invasion du Capitole, après l'élection de Biden, et même ça a renforcé Biden d'une certaine manière, ça lui pètera peut-être à la gueule d'une autre manière, mais bon, on n'en est pas là. Tout ça pour dire que peu importe comment ce truc est arrivé, pourquoi, on le saura sûrement un jour, dans quelques années, est-ce que on est en train de simplement lancer l'élection présidentielle de 2024 en Russie, comme certains le disent, est-ce qu'on a un coup de folie de Prigojine, est-ce qu'on a la lutte entre les mafias de Saint-Pétersbourg et de Moscou, est-ce qu'on a effectivement... un coup fomenté par la CIA ou je sais pas qui, à la limite, peu importe, le résultat est là, le coup est avorté, avec une rapidité, et d'ailleurs Prigojine a un sort qui est tellement doux qu'on peut vraiment se demander à quel point ce truc est sérieux, mais bon, l'essentiel est là, c'est que non seulement, la Russie s'en renforcée de cette affaire-là, mais de deux, on a oublié un truc quand même extraordinaire, on en oublie complètement que pendant ce temps-là, en Ukraine, nous sommes censés être dans une grande contre-offensive de printemps, on n'avait déjà pas remarqué que le moment où elle avait été lancée, et que maintenant, on n'est pas bien sûr qu'elles sont encore là. Et d'ailleurs, les contre-offensives qui ont été poussées au moment de ce coup n'ont pas abouti à grand-chose, et autre fait qu'il convient de malheureusement souligner, c'est que tout le monde s'en fout. Moi, je parle pas de BFM. Là, je reviens immédiatement sur mes bases économiques et financières. S'il est extrêmement intéressant de se rendre compte à quel point un événement aussi important qu'une tentative de coup d'État dans un pays belligérant comme la Russie n'a fait absolument pas bouger le moindre petit doigt des marchés. Alors, on était le week-end, évidemment, donc on va voir un peu ce qui se passe à l'ouverture, mais il y a des choses qu'on sait déjà, et notamment sur le VIX, donc les indicateurs de volatilité, il ne s'est strictement rien passé. On s'en fout, ça va pas faire monter les marchés à la hausse, à la baisse, le prix du risque, quoi que ce soit, ça y est, le truc emballé, c'est pesé, on fait comme si de rien n'était. Et ça, c'est important, déjà, pour vous rappeler, et ça, vraiment, faut vraiment vous le rappeler, parce que c'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, c'est quelque chose qu'on sait depuis Clément Juglar, et donc vers le milieu du 19e siècle, la deuxième moitié du 19e siècle, à une époque où, donc Clément Juglar, c'est quand même celui qui a découvert la cyclicité en économie, c'est pas n'importe qui, je recommande absolument à tout le monde la lecture de ce merveilleux ouvrage, qui se trouve en accès libre très facilement, des crises économiques, comme des crises commerciales, pardon, et de leur retour périodique.
dans lesquels il explique déjà, il y a 150 ans, il faut se méfier énormément de ce genre de grandes annonces politiques, et que les cycles économiques et les crises économiques et financières n'ont généralement que peu de choses à voir avec ce genre de grand événement dont on fait beaucoup de publicité, et que, bien évidemment, quand ces crises arrivent, on va toujours trouver un responsable, on va toujours trouver une guerre, une pénurie, un truc qui va pas, mais que justement, ça vaut le coup de remarquer qu'il se passe parfois des choses extraordinaires sans que les marchés ne sourcillent le moins du monde, et on est dans ce cas-là aujourd'hui. Et la deuxième chose qu'il convient de remarquer, c'est que pourquoi est-ce que les marchés se fichent royalement de ce truc-là? C'est que nous sommes peut-être bien rentrés dans cette phase de réchauffement. Vous savez que je prétends depuis le début de ce conflit qu'on est dans une espèce de guerre froide inversée, que nous sommes dans un grand miroir du XXe siècle, et que là où on est passé de guerre chaude à guerre froide au XXe siècle, le XXIe siècle, on est en train de passer de guerre froide à guerre chaude, et que ce conflit en Ukraine est sans doute les débuts de conflits chauds qui vont probablement se multiplier dans les années qui viennent, au fur et à mesure que la confrontation entre la Chine et l'Amérique va grossir. On verra bien. Mais bref, tout ça pour dire que on est en train de rentrer dans une sorte de guerre permanente, et comme par hasard, c'est aussi le moment où on a eu des fuites. Alors j'aime pas beaucoup ces histoires de fuites sur BlackRock, où un recruteur a été piégé, qui a été avoué que BlackRock se payait des hommes politiques. Ben oui, bien sûr, il n'y a pas besoin... Ce qui m'énerve un peu, c'est que la simple analyse des faits montre que ça marche comme ça, il n'y a même pas besoin d'avoir la preuve de ce truc-là. Alors c'est toujours du bien d'avoir la preuve, moi ça m'agace toujours un peu de se dire que ce genre de grandes déclarations tonitruantes, toujours par des gens qui sont pas très fiables, c'est-à-dire qu'on n'a jamais affaire qu'à un recruteur de chez BlackRock, vous n'avez pas non plus quelqu'un d'un très haut niveau, mais bon, peu importe. Encore une fois, en l'occurrence, ça confirme ce que l'analyse un peu plus froide montre, et que, ben oui, c'est que ces espèces de grandes sociétés financières ont un intérêt absolument remarquable dans ce conflit, c'est un intérêt qui est de deux ordres. Premier intérêt, c'est que plus le conflit dure, plus vous avez quand même une pression à la hausse sur les matières premières, qui est une pression inflationniste, et cette inflation est absolument positive pour les affaires. Et la deuxième chose, c'est que, qui est-ce qui a tous les contrats de reconstruction? C'est BlackRock qui pilote la reconstruction en Ukraine, mais qui a déjà commencé. Il ne faut pas imaginer que ces gens-là attendent que la guerre finisse pour s'y mettre. Non, ils sont déjà en cours, qu'à la limite, si cette guerre pouvait durer le plus longtemps possible, ça fait d'autant plus de choses à reconstruire, et d'autant plus de contrats et de richesse allaient se faire sur le dos de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Et ça, le nôtre aussi, parce que ça va être aussi financé par nous. Et que ça, on se retrouve avec cette espèce de grand maelstrom, où vous avez une nouvelle qui en chasse une autre, et vous avez ce conflit qui est en train de pourrir avec des espèces de grands effets de manche, et pendant ce temps-là, jour après jour, les géants américains qui se gavent. Je vous rappelle qu'on a encore eu des révélations, des choses qu'on sait, mais qu'on a eu la preuve qu'effectivement la famille Biden s'était enrichie, avait détourné plus de 10 millions de dollars sur l'affaire Burisma, qu'ils sont empêtrés jusqu'au cou dans la corruption en Ukraine, et que ces choses-là, c'est jamais que la médiocrité quotidienne, sauf qu'en l'occurrence, là, ça coûte la vie à des dizaines de milliers de personnes, de soldats, mais également de civils, et que pendant qu'on vient nous expliquer que c'est le camp du bien et le camp du mal, il y a ceux qui gagnent du fric et ceux qui en perdent. Allez, moi je vous dis à votre bonne fortune, et à la semaine prochaine.